en sachant, vous le savez bien, que l'affaire Elf est complètement liée, et Christine de Viéjoncourt faisait le lien, avec les affaires des frégates de Taïwan. Dans cette Normandie et dans ce combat et dans cette élection municipale, dans lequel on retrouve Amaury de Saint-Quentin, on retrouve François Doubin, eh ben, il y a Hubert Bassot, d'accord? Hubert Bassot qui est le trésorier de l'OAS, donc évidemment trésorier de l'OAS, donc cette organisation de l'armée secrète en Algérie, qui va lui ouvrir les portes, étonnamment, mais on va voir que c'est pas si étonnant que cela, du financement de la campagne de Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing. Et quelques jours, même je dirais la veille de la mort d'Hubert Bassot, qui va mourir d'un accident de voiture tout à fait étonnant, lui aussi en fait, la veille de son décès, Michel est dans le bureau d'Hubert Bassot, donc il a une discussion avec lui, et Hubert Bassot lui dit surveiller Yann Pia. Voilà, il balance en fait à Michel que Yann Pia aura des problèmes. Et là-dessus, on va reconnecter avec un personnage que nous avons vu en début d'émission. Ce personnage, c'est donc René Tomasini, qui était donc préfet de l'Orne à cette période. Et Tomasini avait donc des actions dans comment les chantiers de la Ciotat, des chantiers de la Ciotat qui connaissaient des difficultés à cette période. Alors la Ciotat, c'est à côté de Marseille, et donc Bassot, enfin pas Bassot, mais Tomasini avait des actions là-dedans, et Bassot semblait dire à Michel que compte tenu de ces actions qui étaient des actions de démantèlement, on a bien vu le démantèlement, les tribunaux de commerce, etc. La personne qui s'intéressait à cela, c'est-à-dire Yann Pia, risquait d'avoir des problèmes. Bon, ben, on sait que Yann Pia, quelques temps plus tard, donc, sera assassiné. C'était une députée appartenant au Front National, députée de l'Assemblée appartenant au parti du FN. Ouais, ça avait fait un précédent en fait à cette époque-là, parce que Yann Pia, alors qui est une femme, malgré son prénom masculin, c'est une femme, avait été l'une des premières en fait à basculer du côté de Jean-Marie Le Pen, même si elle avait toujours eu en fait une carrière, on va dire, à droite. Alors, ce qui est très important, je l'ai dit, c'est que Tomasini était le père spirituel en politique de Charles Pasqua. Et là, en fait, on a donc un faisceau de présomption qui ramène Pasqua en fait au cercle du jeu. Pasqua, comment on se souvient, alors il y avait Encornet et Trottinette dans cette affaire Yann Pia, Encornet et Trottinette qui embrassaient d'un côté Jean-Paul Gaudin et de l'autre côté Léotard, donc qui avait été lui aussi ministre des Armées. Alors, Hubert Bassot, trésorier de Valéry Giscard d'Estaing, ouvre la porte à un autre trésorier de Valéry Giscard d'Estaing qui lui aussi mourra d'une fin tragique. Et c'est donc le prince de Breuil, donc il s'écrit Broglie pour ceux qui chercheront donc des informations. Et donc le prince de Breuil, justement parce qu'il était prince, donc issu d'une grande famille aristocratique française, jouissait dans la politique française d'une espèce d'aura qui disait que compte tenu de son de son ascendance, était en mesure de fédérer les forces de l'argent. Et en fait, donc De Breuil sera assassiné. On ne va pas rentrer dans les détails de son assassinat qui avait défrayé la chronique à l'époque. On dira juste que l'affaire a été soldée quasiment dans les premiers jours par le ministère de l'Intérieur, qui était Poniatowski. Tout le monde se souvient du fameux Poniatowski. Michel Poniatowski. Qui avait des parts dans le trafic de vin. Enfin, pas dans le trafic, dans le commerce de vin. En fait, sa famille ou lui-même était présent au niveau de la veuve Clicquot dans
dans la région de Reims, donc les Champagnes, Mmh. Veuve Clicquot, Mmh. mais il avait aussi des parts dans le commerce algérien du vin dont on a parlé, et il sera à l'initiative du transfert donc des pieds noirs algériens dans la plaine d'Aléria en Corse, qui va faire naître le mouvement indépendantiste corse, parce que les Corses vont très mal supporter de voir des colons venir occuper et exploiter leurs terres pour réaliser donc ce commerce de vin. D'autant plus qu'à cette époque, comment dire, les pieds noirs ont droit de sucrer le vin d'une manière artificielle pour augmenter, vous savez, Mmh. le degré d'alcool. Et donc, comment il se joue là aussi un autre enjeu dans lequel cette entre guillemets mafia d'État se retrouve embarquée. Donc on pourrait dire que Poniatowski, Valéry Giscard d'Estaing, autour de la plaine d'Aléria, font naître le nationalisme corse. Ça, c'est quand même aussi très important. Il y a une différence entre le nationalisme corse politique et la mafia corse. C'est pas tout à fait les mêmes. Hein. Et puis il y a certaines séries. Je pense à la série Mafiosa, notamment, superbe Mmh. série où on voit bien cet antagonisme, mais Mmh. parfois, évidemment, le sentiment corse est plus fort que n'importe quel type de sentiment, et on voit qu'ils peuvent s'associer pour, comment dire, attaquer la République. Mais ce Mmh. que j'ai voulu démontrer et ce que Michel m'a appris, c'est que la République, elle est attaquée de l'intérieur. En fait, c'est pour ça qu'on se trouve dans cette situation aujourd'hui, une politique qui est attaquée de l'intérieur par l'intermédiaire d'une bande organisée qui se cache derrière en fait des élections tout à fait légitimes et comment au suffrage universel. Alors, Je voulais vous demander, vous pouvez faire une parenthèse sur l'affaire, Encornet et Trottinette? L'histoire d'une «fake news» entre guillemets avec 2 journalistes, qui ont pris ces alors surnoms en fait. ouais, je peux essayer, mais En 2 secondes, comment hein, Ils avaient oui, écrit un oui, ouvrage sous-titré, «Des assassins au cœur du pouvoir». exactement. Il y a un article qui sort qui va faire grand bruit, qui va faire florès à l'époque. Et effectivement, dans les commanditaires de l'attentat de Yann Pia, il va parler d'encornet et trottinette, mais avec suffisamment d'éléments concordants pour que les présomptions plongent vers, je l'ai dit, Jean-Claude Gaudin, qui était pas encore maire de Marseille, mais qui Ouais, avait des Jean-Claude ambitions Gaudin. municipales pour Marseille, Ouais. et Mmh. comment son allié hein, du Parti républicain de l'époque, qui était donc maire de Fréjus, lui par contre, qui était donc j'ai dit son nom tout à l'heure, donc le Merde. frère de l'acteur bien connu là. Comment Ah, s'appelait-il il faut que vous m'aidiez. Philippe quelque chose, le Ah, frère Léotard, de voilà, Léotard, voilà. Philippe Léotard, donc son frère, Léotard, exactement. Ouais, C'est bon, exactement. les noms Donc, propres. mais là se retrouve la notion de réseau, mais possiblement quand même Tomasini, qui était un sacré personnage. Hein, Tomasini, même à un moment par la droite française, était considéré trop sulfureux pour être positionné sur les affaires. Quoi. C'était un voyou. Quoi. C'était vraiment un voyou. Comment on parlait des financiers de Giscard, et donc on était Mmh. avec De Breuil, d'accord, De Breuil assassiné, mais avant qu'il ne soit assassiné, en fait, De Breuil couvre des affaires de financement. Mmh. Et dans cette affaire de financement, dans ces affaires de financement, vient quasiment à la fin de notre intervention, je dirais, le dévoilement final sur lequel Michel était en train de travailler sur la fin de de ce qui a été sa vie, hein, avec cet Mmh. accident dramatique d'il y a quelques jours. Nous avons l'affaire Montessa. Alors l'affaire Oui. Montessa, c'est encore très ancien, mais l'affaire Montessa, c'était une affaire de financement qui était liée en fait aux industriels espagnols qui eux-mêmes étaient administrés par l'équipe d'administration donc du régime franquiste, et l'équipe d'administration donc du régime franquiste de l'époque, c'était des membres éminents de l'Opus Dei. Le fameux réseau occulte. Alors ça, c'est très, très, très important parce que Mmh. l'Opus Dei est un, comment dire, est une, comment on pourrait dire ça, un ordre, voilà, un Mmh. ordre donc positionné et comment adoubé par le pape,
au niveau du Vatican, et cet ordre qui définit la sainteté dans la démarche individuelle, hein, d'accord, donc être un saint du quotidien finalement, a aussi un côté extrêmement sulfureux dans lequel on le retrouve donc dans plusieurs affaires qui ont défrayé la chronique. L'une des affaires qui associe Giscard et l'Opus Dei, c'est aussi l'affaire des avions renifleurs. Alors les avions renifleurs, c'était des avions qui étaient capables en fait par un système de sonar, on peut dire, de détecter les poches de pétrole. D'accord. Et donc évidemment, à l'époque du choc pétrolier en 73, on Oui, imagine bien que si la France avait été en oui. mesure de détecter les hôtes de pétrole comme ça, on était garanti. Et il va se trouver que dans ce scandale qui va faire à l'époque en fait un énorme retentissement, l'Opus Dei est complètement engagé par l'intermédiaire de ses membres qui sont positionnés dans le cœur de cette affaire d'État. Alors l'Opus Dei, Qu'est-ce que c'est? et Giscard, c'est Mmh. une histoire ancienne, parce que Mmh. le père de Giscard d'Estaing, qui est finalement à l'origine de la carrière de son fils, le père de Giscard d'Estaing, donc qui était un très grand banquier Mmh. du régime colonial français, parce qu'en fait il avait des parts il suivait des actions en Indochine notamment autour du caoutchouc, et donc là arrive une nouvelle famille qui est la famille Michelin, d'accord? Et donc la Michelin. famille Michelin très très proche des milieux catholiques et possiblement extrêmement proche des milieux comme l'Opus Dei, qui est un peu le nec plus ultra du catholicisme en fait, hein. Nous Donc là, avons on est donc aussi à, Clermont-Ferrand, entre autres. ah oui, oui, oui. En fait, la famille Michelin, c'est Clermont, hein, c'est Mmh. Clermont-Ferrand. C'est Mmh. comment autour de la famille Michelin, autour de cette région, un puzzle de personnalités. Et parmi Mmh. ces personnalités qui sont aussi très importantes, avec une action très très proche de l'action catholique, il y a donc Antoine Pinet. Alors Antoine Pinet et les cercles Pinet, c'est aussi très important parce que les cercles Pinet vont être plus ou moins impactés dans des ballets roses. Donc les ballets roses de l'époque, en fait, sont conjoints aux cercles Pinet, et les cercles Pinet sont aussi une officine que l'on retrouve au cœur des organismes supranationaux que sont Bilderberg et la Trilatérale. D'accord? Et La tout ça trilatérale, la se fameuse. retrouve. Et les baléros, ce sont des réseaux pédocriminels? C'est ce qu'évoquait Jean-Pierre Mocky dans son film? Alors, je ne sais pas si Mocky reprenait exactement ces ballets-là, mais les ballets roses ont été aussi un énorme scandale de la République dans lequel on retrouve du trafic de jeunes filles et de jeunes garçons Oui, à peine bah, majeurs mmh, dans les cercles de pouvoir. de pouvoir et des grands politiques élus, quoi. Je confirme, je confirme. Les Ballets écarlates est un film français réalisé par Jean-Pierre Mocky en 2004. Le film s'inspire du scandale de l'affaire des Ballets roses de 1959. Voilà, oui. Voilà, exactement. Et donc là, on a les cercles Pinet. Alors, je vais pas trop rentrer dans le détail, même si c'est passionnant, parce que ce que nous abordons là, ce n'est pas le roman national tel qu'on veut nous le vendre, hein, donc avec Napoléon, Jeanne d'Arc, enfin, on imagine toutes les. Non, c'est le véritable roman national, quoi. C'est vraiment ce qui fait Mmh. notre nation et la manière dont elle est assise, dont elle s'est construite, et évidemment avec tous les excès que l'on veut décrire. Quand Mmh. on est, alors je reprends un peu le discours, quand on est au niveau des avions renifleurs, on est au Renifleurs. niveau de la crise pétrolière Mmh. de 73. Et Mmh. autour de cette crise pétrolière, il y a le rôle de De Breuil à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il est présent au niveau des accords, Évian. euh, Évian? des accords d'Évian, exactement. Donc oui, les accords d'Évian, donc la fin Oui. de la guerre d'Algérie, et Mmh. pendant ces accords d'Évian, il se trouve que sont traitées les affaires de vin. On parlait tout à l'heure donc du trafic de vin, parce que l'Algérie était le plus gros producteur de vin de cette période, hein, au niveau français certainement, mais aussi au niveau européen, et un volet énergétique dans le pétrole. Et en fait, De Breuil va profiter de cette position pour déjà avoir des secrets
ce qui le met en danger pour Oui. sa vie, évidemment, et aussi des possibilités de détournement de commissions permettant le financement des partis politiques. En fait, la présence de De Breuil au niveau des accords d'Évian dans cet accord énergétique avec l'Algérie est un accord considérable. Et on imagine bien que cette relation énergético, politique aura des conséquences extrêmement fortes plus tard dans ce qui est communément appelé l'affaire Elf. Voilà. Et là, on retrouve de nouveau, la présence de personnalités qui sont des personnalités qui auraient pu et qui sont peut-être, mais je dis bien peut-être, en relation avec l'Opus Dei. L'un de ceux qui auraient eu le plus de contingence avec l'Opus Dei, c'est Albin Chalandon, qui a été l'un des derniers présidents d'Elf, Aquitaine. Et Albin Chalandon, il a une égérie, on va dire. Il vit un véritable coup de cœur pour une jeune personne de l'époque. Et cette jeune personne, elle est très active dans le monde politique aujourd'hui, parce que cette jeune personne, vous la connaissez, c'est Rachida Dati. Ah, Voilà. d'accord. Et Rachida Dati, en fait, dans son action politique telle qu'on la connaît, elle n'échappe pas aux casseroles, elle n'échappe pas aux affaires. On la voit, avec le Qatar, on la voit avec des Elf. affaires de bijoux, voilà, et on la voit dans l'affaire Elf avec Mmh. sa relation avec Albin Chalandon. Mmh. Alors on va reconnecter avec l'ensemble des affaires que nous avons vues, parce que Rachida Dati et Chalandon sont dans une autre affaire dont m'avait parlé Michel, et cette autre affaire s'appelle Visionex. Et là, l'affaire Visionex, en fait, c'est génial. Ça concerne en fait un dispositif de type casino électronique. La boîte Visionex est pilotée par le fils d'Albin Chalandon, d'accord. Et dans cette affaire, on y retrouve, mais nommément cité, Rachida Dati et Mam, donc Michel Alliot-Marie. Vous voyez. Et donc là, on commence vraiment à avoir des ramifications et des liens. et Des des interconnexions. articulations qui sont assez hallucinants, quoi. C'est vraiment hallucinant. Et Alors, d'ailleurs, l'Opus Dei. Michel Chanu allait faire une série d'émissions avec Nicolas Bouvier en 2026 sur l'affaire Elf. Alors l'affaire Elf, évidemment, vous savez qu'il y a un personnage qui est toujours en vie et qui subit encore sans doute quelques tracasseries, c'est Christine de Viejoncourt, autour de cette affaire. Et d'ailleurs, autour de l'affaire Elf, elle a l'interdiction donc une interdiction qui lui a été donnée par la justice, de dévoiler des aspects qui peuvent être des aspects qui évidemment sont taxés sans doute de secret défense, mais qui sont aussi des éléments qui touchent des hommes ou des femmes politiques qui sont toujours en action, en sachant, vous le savez bien, que l'affaire Elf est complètement liée, et Christine de Viejoncourt faisait le lien, avec les affaires des frégates de Taïwan, dans lequel, en fait, on va retrouver une ramification des zones grises de la République, d'accord, assez vite, dans un magnifique reportage en 6 volets que vous retrouverez sur YouTube. Cette affaire des frégates de Taïwan nous ramène aux affaires Clearstream. Alors, il y a 2 volets dans l'affaire Clearstream, on va pas en fait développer ça en quelques minutes, mais vous savez que l'affaire Clearstream, dans son volet politique, a opposé Nicolas Sarkozy à Dominique de Villepin, et ces 2 personnages avaient une relation en commun, relation sulfureuse qui vient d'être condamnée à la prison, en fait, lors du procès qui a condamné aussi Sarkozy, c'est Alexandre Djouri. D'accord, qui est un agent, et Alexandre Djouri, on va continuer les connexions. Vous avez vu que ses initiales, c'est AD, et il était ami de Alain Anthony Delon. Delon. Anthony, ouais. Et avec Anthony Delon, ils avaient lancé en fait un commerce de vestes en cuir, Cuir. et qui était logoté AD. Mais AD, quand on s'appelle Anthony Delon, c'est aussi un détournement de marque, parce que ça intéressait Alain Delon. Et en fait, Alain Delon a très très mal pris cette affaire. Donc on a vu Alain Delon avec des ramifications assez profondes au cœur de la mafia. Et il se trouve que Alexandre Djouri s'est fait tirer dessus en fait lors d'un camouflet.
Et donc, il s'est pris une balle de 11,43. Hein, c'est Pierre Péan qui décrit ça dans Ouais. son livre La République des Mallettes. Alors, vous voyez, ce qu'on est en train de décrire, c'est la République des Mallettes, en fait, hein, de Péan. Hein. Et donc, Jory se fait tirer dessus par, et bien évidemment, comment une action de type mafieuse. Alors, on peut se demander qui est derrière et comment ça s'est passé. Alors, je vais C'était revenir à l'Opus c'était Dei. pour le faire taire par rapport à quelque chose? On sait Ah ben, pas. en fait, enfin, vu où la balle a été, il a pris une balle dans le dos, hein, donc Mmh. il aurait pu mourir, Mourir. hein, il aurait pu être. Mmh. Et soit c'était pour réellement l'impressionner, Mmh. soit c'était pour le tuer, ou soit aussi c'était pour parce qu'il a du talent. Hein, Alexandre Djouri est un mec de grand talent, et en fait c'était aussi pour lui montrer que sa carrière n'était peut-être pas dans la voyoucratie, elle était peut-être liée en fait à cette zone grise dans laquelle des voyous peuvent devenir des conseillers d'État, quoi. En fait, hein. Et vous savez Mmh. qu'il est très engagé dans des affaires d'armement, de vente d'armes, il est très engagé dans des affaires politiques internationales. Et là, on se retrouve avec, on peut dire, un condamné, parce qu'il est condamné, il fait de la tôle, hein, donc voilà, qui a un passé de voyou dans le 9-3 et Mmh. qui en fait est le meilleur ami de Sarkozy, enfin pas le meilleur, mais c'est un ami de Sarkozy et c'est un très bon ami de Dominique de Villepin. Donc là, vous dites, attends, c'est quoi l'affaire, quoi. Mais en fait, Djouri a comment dire, un alter ego, et cet alter ego, tout le monde le connaît, c'est Alexandre Benalla. Benalla. Voilà. Mmh. Mmh. Et Benalla est complètement lié aussi à des affaires qui touchent l'énergie. Voilà. Et donc, il est dans des affaires qui touchent comment le pétrole, il est dans des affaires qui touchent peut-être la relation qu'il a avec Proglio, Henri Proglio, qui est aussi Mmh. en but à des actions de justice. Hein. Donc, on sait que Benalla, Proglio travaillent ensemble. On sait que Proglio a été l'amant de Rachida Dati, parce que des comptes de Veolia ou de EDF est partie une certaine somme assez rondelette sur les comptes de Dati. Rachida Et là, on se Dati retrouve. et Proglio, c'était le patron d'EDF. Faut le préciser parce que tout le Ouais, monde et ne en sait fait, pas. Pour suivre un peu tout le le ouais, donc who's-who. un Italien, hein, c'est un prénom italien, hein, il a un frère jumeau, Mmh. enfin il est d'origine italienne, et donc il pilote EDF, et à un moment donc il fait scandale parce Mmh. qu'il est à la fois le patron de Veolia, donc Veolia c'est la gestion des déchets, et il est donc patron d'EDF, donc de l'énergie. Autour de ça, évidemment, il y a des relations avec des pays sulfureux, et là on va de nouveau beaucoup boucler, et parmi donc les pays sulfureux, il y a l'Azerbaïdjan, hein, sur lequel Benalla en fait a mal à partir avec certains de ses complices, on va dire. Et puis, Mmh. il y a le Kazakhstan. Et sur le Kazakhstan, en fait, il y a une affaire qui, de nouveau, fait appel à des réseaux tout à fait particuliers. Et vous allez voir, le Kazakhstan, il y a une affaire de vente d'hélicoptères, donc qui a donné lieu à des commissions et des rétrocommissions. Et dans ces votes d'hélicoptères, elle n'a été possible qu'avec l'accord de Nicolas Sarkozy, en fait, président à l'époque. Et l'intermédiaire pour réaliser ça s'appelle donc Étienne Desrosiers. Et Étienne Desrosiers, qui est préfet hors cadre, et ben en fait, il a une mission je dirais, accordée par Sarkozy, je pense. Hein. Enfin, je crois que c'est Sarkozy, je dois pas me tromper de beaucoup. Et en Mmh. fait, il était préfet hors cadre en charge des haras nationaux, les chevaux, Les comprenez. haras du Et donc vous là, on voit parlez bien, des quoi. les haras du pain? Ce sont les haras du pain? Alors les haras du Pin, c'est extraordinaire. Hein. Si ceux qui connaissent doivent valider tout de suite cet endroit. Donc à quelques kilomètres de là où habitait Michel, hein, et les haras du Pin, c'est ce qu'on appelle le Versailles du cheval, quoi. Donc en fait, Mmh. c'est vraiment la disposition d'un château, plus petit que Versailles évidemment, mais Mmh. tout à fait prestigieux, dans lequel en fait nous avons la connexion directe avec les chevaux, les entraîneurs, les entraînements pour les courses et tout cet élément que je vous ai décrit. Dans cet élément des chevaux, il y a un personnage qu'on ne peut pas laisser de côté, c'est Michel Dornano,
Alors Michel d'Ornano était descendant d'une grande famille, hein, la famille d'Ornano, c'est aussi l'aristocratie. Il a dans ses comment dire, dans ses possessions des actions dans le luxe. Voilà, je crois que c'est les montres Sisley. Et puis si je dis Guerlain, je dois pas me tromper de beaucoup, mais je mettrai juste une parenthèse parce que le groupe de luxe m'étonne. Et lui, en fait, il va lui aussi il va subir une mort tout à fait particulière. Il va se retrouver écrasé sur un passage clouté dans la ville de Caen. Voilà. Donc, lié au monde du cheval, lié au monde des courses, lié sans doute à des secrets qu'il ne devait pas dévoiler, qu'il avait peut-être envie de soulager, et ça lui a été, ça lui a été fatal, quoi. Je reviens un Effectivement, petit peu sur le. oui, il est lié à Sisley, effectivement, il devait avoir des actions chez Sisley, c'est bien mentionné à plusieurs reprises. Pardon. Ah ouais, c'était sa famille, hein, c'était sa famille qui était Sisley. Comment je voulais vous parler, ouais, je voulais vous parler de l'Opus, l'Opus Dei, Oui. Chalandon, Elfe Aquitaine, et vous savez que Elfe Aquitaine était la volonté du général de Gaulle de gagner son indépendance énergétique vis-à-vis des autres pays. Et donc l'un des hommes qui justement se retrouve au niveau des avions renifleurs, c'est un homme qui s'appelle Pierre Guillaumat. Donc Pierre Guillaumat, c'est vraiment l'architecte je dirais de toute cette organisation, si l'on veut. Et le Pierre Guillaumat, il a donc un père, et ce père est lié à un autre réseau, qui est aussi un réseau sur lequel on pourrait passer des heures, tant il est important. Il est aussi pénétré par une vision religieuse assez forte. C'est le corps de Saint-Cyr. Voilà, le corps de Saint-Cyr. Et une personnalité extrêmement importante dans les conflits armés qui ont été portés par la France, c'est Lyautey, hein, donc Hubert Lyautey, le général Hubert Le Lyautey. général. Voilà, et Hubert Lyautey, en fait, a une position, on va dire, mystique, qui est extrêmement forte, et lui apparaît aussi dans un fonctionnement qui le rapproche des syndicats agricoles et qui le rapproche de, comment dire, la position sociale de l'Église. D'accord? Et là, c'est très important parce que de nouveau, on va retrouver une action revendicatrice catholique. Cette notion, comment dire, comment on appelle ça, la politique sociale de l'Église, je ne sais plus, la doctrine sociale de l'Église. Oui, En fait, la cette doctrine doctrine sociale. sociale de l'Église va être, être établie 1870. exactement en 1870 par un conclave ou un concile dirigé par le pape de l'époque qui est Léon XIII, d'accord. Et Léon XIII va donner la possibilité, qui était tout à fait impossible jusque-là, va donner la possibilité aux catholiques de se positionner face aux forces de l'argent ou avec les forces de l'argent et de libérer la capacité de faire des prêts avec intérêt. D'accord? Donc l'usure. Évidemment, on peut appeler ça l'usure, hein, mais comment c'est le système bancaire tel qu'il existe aujourd'hui. Et à partir de cette période, l'Église catholique va se donner les moyens de rentrer dans le monde industriel. Autour de ça, et c'est là avec Michel où nous avions des discussions, nous retrouvons les syndicats agricoles, dans lesquels on avait Lyautey, mais dans lequel en fait on retrouvera une famille extrêmement importante aussi qui s'appelle Leroy-Ladurie, avec deux frères. Le premier, qui s'appelle Jacques Leroy-Ladurie, qui sera vraiment à la naissance du syndicalisme agricole, qui va aboutir à ce qu'on appelle la FNSEA, d'accord. Et l'autre frère va être engagé du temps de Pétain dans la gestion de la banque Worms, d'accord. Et la banque Worms, c'est la banque qui finance la collaboration. Le Troisième Reich. La collaboration française, La pas le Troisième collaboration Reich, mais la française. collaboration française. Et donc, évidemment, la collaboration française avec Pétain, qui a fait Saint-Cyr également, avec Lyautey, eh ben, on retrouve la colonisation marocaine pour Lyautey, mais un autre Saint-Cyrien qui s'appelle Pélissière, Pélissière, en fait, un assassin, en fait. Quand vous voyez ses états de service, le mec, il a tué, je sais combien, ou il a fait tuer
pour raison de guerre, je ne sais combien, et c'est surtout lui qui, comment dire, va se positionner dans la conquête finale de l'Algérie et faire de cette Algérie très importante pour les réseaux occultes en fait, hein, pour les réseaux Oui. économiques, Pour les extrêmement ressources, naturelles, pour ses ressources naturelles notamment. ah ben, pour le pillage des ressources naturelles, Ouais, bien sûr. tout à Et fait. dans les ressources naturelles, il y a le pillage essentiel qui est le pillage des terres agricoles. D'accord? Mmh. Et en Mmh. fait, cette logique finalement de pillage et cette logique eugéniste où le Mmh. meilleur, le plus grand, le plus fort l'emporte, Mmh. eh ben, elle est complètement inscrite dans ce que nous décrivons et elle est inscrite aussi en creux dans la doctrine sociale de l'Église. Parce qu'au final, en construisant ce régime dans lequel on va retrouver de régime bancaire très puissant, on va retrouver le crédit agricole, on va retrouver le crédit mutuel, donc l'ensemble du crédit mutuel et pour nous les Bretons le crédit mutuel de Bretagne va concentrer en fait un pouvoir permettant évidemment d'orienter les investissements et donner droit de vie ou de mort à certaines politiques. Et dans cette logique, évidemment, va s'inscrire la logique du plus fort l'emporte, et Mmh. le plus fort a besoin d'être confronté avec des plus faibles pour réaliser un flux financier, parce que dans la logique en fait économique, il y a cette notion de flux, de libéralisme, et donc autour de ça, on voit poindre les accords de libre-échange qui sont portés par une Europe qui, je le rappelle, a été portée sur les fonds baptismaux par l'intermédiaire de Jean Monnet. On a vu Jean Monnet le cognac, on a vu Jean Monnet la prohibition, et par l'intermédiaire donc de celui que l'Église catholique s'apprête à considérer comme un saint de son Église catholique. Vous allez m'aider, son nom très connu, c'est Robert Schuman. Voilà. Robert Schuman, oui, un des constructeurs Et de Schuman, donc, qui le, l'UE. de l'UE. Et comme je vous l'ai dit, donc, il a signé le décret qui donne la gestion des Jeux aux Corses le 5 mai 1947, mais cette date, ce n'est pas n'importe laquelle, en fait. Le 5 mai 1947, c'est aussi une défaite du monde ouvrier, et c'est une défaite du monde ouvrier à Marseille. Et donc, en fait, tout est symbolique parce que le monde ouvrier à Marseille a perdu à cette période parce qu'il y avait les premiers mouvements, je dirais, alimentés par la mafia et par la CIA en second rideau, qui, sous des effets anticommunistes, a mis en difficulté les dockers du port de Marseille et les grandes grèves nationales de 1947. Donc, vous voyez que cette notion, je dirais, mafieuse associée avec des pouvoirs de l'Église. Alors, nous ne sommes pas les premiers à en parler, parce que celui qui en a vraiment parlé, qui en a fait un film, qui a eu un succès, même si c'est peut-être le moins bon de la série, c'est Le Parrain 3, dans lequel la mafia est complètement en lien avec les officines du Vatican, jusqu'à même aller tuer un pape, et ça ressemble très très bizarrement à l'histoire de ce pape Jean-Paul Ier, qui va mourir, hein, soi-disant d'une crise cardiaque, mais qui va mourir dès la première semaine après son élection, alors qu'avant son élection, il avait dit clairement qu'il allait s'attaquer à l'épuration des systèmes de financement mafieux du Vatican. Alors, quand on a ça, le Vatican, la mafia et le système politique tel que je l'ai décrit, il y a l'accord qui a été donné à partir de 47 justement par la CIA, le gouvernement américain, de financer la démocratie chrétienne, donc le centre, par Mmh. l'intermédiaire des activités de la mafia. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. C'est là-dessus aussi que Michel a énormément travaillé. Il a montré comment il y avait eu un accord tacite pour que l'Europe ne devienne pas communiste et que comment l'argent de la mafia finance les activités de la démocratie chrétienne. C'est ce que l'on verra en Italie avec les affaires qui touchent à la loge P2 et au gouvernement italien de l'époque. Son nom m'échappe là, mais parce que je n'ai pas préparé, mais je vais dire une bêtise, mais il est très très connu. Il y a eu un film, mais qui a des très très grosses lunettes. Enfin, voilà. Et puis Heu, évidemment, il y a le scandale de la démocratie.
Oui, on retrouvera, vous retrouverez On va peut-être, retrouver. Et nos, donc nos internautes retrouveront. Et oui. l'autre aspect, en fait, sur lequel Michel avait beaucoup travaillé, c'était aussi le financement des partis politiques enfin, du centre allemand, d'accord, avec le scandale qui a éclaboussé Helmut Kohl, Mmh. au moment où on s'est aperçu que la démocratie chrétienne d'Eisenhower était financée par des exactions financières. Et autour de ça, on a un autre maillon de la chaîne européen qui vient se fixer, et vous allez comprendre le lien, Mmh. c'est l'affaire des faux tanks construits par Hispano-Susa. D'accord. Donc Mmh. là-dessus, il y a un contrat d'armes, et ce contrat d'armes, en fait, sert de financement à la démocratie chrétienne d'Eisenhower et, par effet de conséquence, montera jusqu'à Helmut Kohl. Et en fait, dans Hispano Suiza, il y a l'Espagne, et derrière cette société, il y a l'Opus Dei espagnol. Donc vous voyez bien qu'on se retrouve dans dans une pénétration très profonde, qui est une pénétration Mmh. antidémocratique et qui est Mmh. surtout une pénétration qui instaure par le centre le fascisme tel que nous le voyons naître aujourd'hui avec une rigueur, implacable. Oui. Est-ce que vous Et parliez de derrière tout ce Andreotti ou pas? oui, 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 c'est bien lui, c'est bien Andréotti, ouais, bien sûr, c'est Andreotti, bien ça a donné Andréotti. le film sublime qui s'appelle Il Divo, Exactement, exactement, un exactement. Alors film, là, on pourrait absolument extraordinaire de Paolo Sorrentino. Mmh. exactement, exactement. Mmh. Vous voyez, voilà, je suis très heureux que vous citiez cette référence. Et donc, Il autour faut aussi. d'Andreotti, on va voir apparaître le système bancaire. Dans le système bancaire, je vais souligner deux axes, si vous voulez. Le premier axe, c'est l'axe des banquiers du Vatican. Et donc, Mmh. autour de ça, évidemment, on a Calvi et la banque Ambrosiano. Calvi qui va se retrouver pendu sous un pont, et on sait que Calvi était en lien Mmh. avec la loge P2 dans laquelle en fait les activités criminelles étaient majeures. Et puis on va retrouver une autre banque qui s'appelle Mediabanca, hein, c'est ça. Mmh. Dans Mediabanca, en fait, par effet de conséquence, on va retrouver dans cette organisation, tout à fait sulfureuse aussi, avec un dirigeant qui s'appelle Chuchi, je crois, ou Chucho. Alors, là, vous m'amenez, Mmh. Stéphanie, sur des Mmh. choses où je n'ai pas préparé, hein, je vous le dis de tête, Non, mais vous mais avez une bonne mémoire quand même. écoutez, c'est tellement passionnant de démêler Mmh. le Mmh. mensonge dans lequel on a vécu pendant toutes ces années qu'on est Mmh. obligé d'être enthousiasmé par ça. Et donc, de conséquence en conséquence, on va retrouver des acteurs extrêmement importants du jeu économique mondial. Et dans ce jeu économique mondial, on va retrouver Bolloré. Vincent Bolloré, euh, comment se retrouve dans cet univers bancaire qui touche Mmh. en fait l'Italie par intermédiaire donc de ce Chucho et une autre famille, mais lui j'aurais du mal, je pense que c'est un assureur qui a piloté donc le groupe Generali et De Benedetti, voilà, Carlo De Benedetti, et Ouais. donc par l'intermédiaire de cette Grand relation groupe. Ouais. entre Chucho De Benedetti, on retrouve très vite Vincent Bolloré. Voilà. Donc vous voyez un peu. Generali Patrimoine, c'est un monstre. Vous parlez de Generali Patrimoine? Ouais, je parle de la compagnie d'assurance, mais Ah Generali, oui, effectivement, c'est énorme. ça embrasse, énorme. Plusieurs Et donc, branches. D'accord. Mmh. évidemment, et donc autour de ça, on va retrouver le patronat italien, donc la Fiat, les Agnelli, les fabricants de pneus pour les voitures, et dans les fabricants de pneus pour les voitures, donc le pneu c'est du caoutchouc. On a vu le cas Michelin Mmh. complètement associé à l'Opus Dei, hein, par l'intermédiaire du père de Valéry Giscard d'Estaing. Et ben on va retrouver la famille Tedeschi et donc la famille de Carla Bruni, qui La est Bruni immensément riche. Tedeschi. Bien Ouais, sûr, exactement. Donc riche vous voyez famille un peu. italienne. Oui, et l'Opus Dei a été créé en 1928, c'est ça? Ouais, l'Opus Dei a été créé donc par Baranguer, enfin voilà, c'est le nom finalement de façade de l'Opus, mais les activités occultes du Vatican étaient bien plus lointaines. En fait, le Vatican
possède sans doute encore aujourd'hui le plus grand réseau d'information au monde et comment dire, parmi les informateurs, les prêtres qui reçoivent les confessions en fait, hein, et les confessions sont un réseau de renseignement tout à fait étonnant. Et donc en fait, cette logique de l'Église, c'est l'anticommunisme. C'est très clairement l'anticommunisme. Et donc là-dessus, on pourrait encore broder, mais les communistes ne sont pas du tout en fait absents du milieu des affaires et du milieu des détournements d'argent en fait, hein, Mmh. parce que comment le milieu communiste va être extrêmement puissant à Buchenwald. D'accord. Avec Mmh. comment un personnage qui aura d'ailleurs des problèmes dans la manière dont il a géré une partie du camp, d'accord, parce qu'il avait un droit de vie ou de mort sur ceux qui rentraient à Buchenwald à l'époque. Et donc Marcel Paul, voilà, qui est donc l'un des leaders communistes de l'époque, tient une place prépondérante à Buchenwald. Et à Buchenwald, il va donc amener et décider quasiment de la mort de certains représentants du Parti communiste, mais qu'il considère avoir trahi, donc des gens qui auraient été proches de Doriot notamment, et parmi lesquels se trouve le premier maire communiste de France qui s'appelle Flanchec, qui est le maire de Douarnenez. Donc Marcel Paul laisse partir Flanchec à la mort et il va sauver, comment dire, des personnalités extrêmement importantes avec qui il aura des liens tout au long de sa vie. Il va sauver Marcel Bloch, et Marcel Bloch, c'est Marcel Dassault. Ah D'accord. oui, Qui va oui. être sauvé à Buchenwald par l'intermédiaire de l'influence des communistes. Et ce lien entre les communistes, Dassault, va Mmh. comment être très important, jusque sans doute toucher des phases qui sont des phases de financement. Comment sur cette Il y a un sentiment de redevabilité. ben, en fait, comment mais ça, comment je vais être aussi précis, hein, parce que Mmh. on touche beaucoup d'aspects humains. Vous comprenez? La mafia, c'est Oui, aussi beaucoup bien sûr. d'aspects humains. Ce Oui. qui devient inhumain, c'est que alors cette mafia de Pasqua, de Chirac, a été finalement assez patriotique à un certain moment. Le C'est ça, j'allais sac, demander, est-ce qu'elle a des codes ou est-ce qu'elle a plus de codes? Parce qu'il y a différents types de mafia. Il y en a qui ont plus de codes du tout. Code de l'honneur, et cetera. moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a un basculement justement de ces codes, hein, les hommes d'honneur, etc. Il y a un Mmh. basculement de ces codes pour arriver à une mafia, clairement, hein, qui est la mafia du no limit, quoi. Et aujourd'hui, on est face, Oui. en fait, à des interlocuteurs qui sont des interlocuteurs sans limite. Et donc, Mmh. et ils nous mettent en danger, hein. Ils s'en foutent de Oui. la patrie, ils se foutent en fait Ah oui. ce qui n'était sans doute pas le cas de patriotes. On peut les critiquer, on peut dire ce que l'on veut. Moi, je les critique fortement, mais je pense qu'effectivement, un gars comme Pasqua était Patriote. patriotique. Mmh. Et quand il ramenait des contrats sur lesquels il touchait d'énormes rétrocommissions, Oui. il ramenait aussi des heures de travail pour les usines, il ramenait aussi des heures de Mmh. travail pour la France, en fait. Et ça a fait le succès de la France jusqu'au moment où, et c'est ma lecture, dans les années 70, l'Amérique prend ombrage de cette surpuissance française, surpuissance industrielle, Oui. Mmh. Mmh. pays non alignés, mais aussi surpuissance mafieuse. Nous sommes Mmh. à cette époque, avec notre empire colonial, avec encore des relations avec l'Indochine, avec la France-Afrique qui se met en place, Mmh. mais en fait, nous sommes le pays qu'il faut absolument Ah isoler. bah, Et donc, quand mmh. Nixon rentre dans le jeu et convoque quasiment euh, comment euh, le président Pompidou de l'époque, c'est aussi pour Mmh. dire aujourd'hui, on arrête, quoi. Aujourd'hui, on arrête et vous allez arrêter, vous allez revenir à votre place de petit pays. Et on pourrait peut-être supposer même que la CIA change d'optique à cette période-là et influe Mmh. possiblement sur les accords de 73, Oui. la dérégulation financière de 73, ce qui va amener de proche en proche le décrochage que nous connaissons aujourd'hui, quoi. Ouais, Voilà. Ça, l'accord, Pompidou-Rothschild, Giscard? alors, C'est le Pompidou est un fondé de pouvoir de la banque Rothschild, d'accord? mmh, Ça, c'est déjà important. industriel. Euh,
Comment dire, évidemment, il y a ça, mais autour de l'environnement de Pompidou, il y a d'autres personnalités. Et dans Mmh. ces personnalités, en fait, il y a donc au Conseil économique un homme qui est encore aujourd'hui engagé au niveau de la banque Rothschild, c'est Michel Sicurel. Et Michel Sicurel, en fait, on va revenir à une Mmh. jonction qui nous intéresse énormément, hein. Michel Sicurel donc, est en lien familial avec Ilana Anna. Sicurel. Mmh. Alors, Ilana Sicurel est députée européen. Alors, l'est-elle toujours ou l'a-t-elle été? Enfin, du moins, elle l'était pendant le Covid. Et c'est elle, si vous vous Je crois souvenez qu'elle des l'est plus. images, qui Ah non, elle ne l'est sur le plus. Mmh. elle est sur le plateau alors de CNews ou Mmh. BFM, enfin, je ne sais plus, ou LCI de l'époque, mais au moins face à elle, c'est Sonia Mabrouk. Et Sonia Mmh. Mabrouk dit oui, mais ce film Hold Up qui dénonce, il n'est pas si terrible que ça. Et en fait, Ilana Sicurel la pointe du doigt, on se souvient, et elle lui dit si vous défendez ce film, vous vous mettez en danger. En fait, on comprend bien le danger, hein, parce que face à cette organisation, le danger, c'est la perte de son poste. Et donc, évidemment, elle qui a Mabrouk qui a lutté toute sa vie pour arriver face caméra Oui. au journal, elle va pas se laisser, enfin voilà, elle va pas se laisser, enfin elle peut pas se laisser piétiner, donc elle rabaisse son caquet, quoi. Et Ilana Sicurel a un autre lien de parenté qui est très important aussi, c'est le lien de parenté avec Tristan Mendès France. Oui, le Voilà. «fact-checker» entre guillemets. Ouais. Bah, je sais, Stéphanie, que vous faites partie de sa shortlist, donc voilà, bah, je suis très heureux de participer à votre Ah émission, bon, hein. je sais pas, il s'occupe pas trop de moi et d'ailleurs tant mieux, mais j'y tiens pas spécialement et il est Écoutez, descendant pourtant d'un Mendès France qui doit se retourner dans sa tombe, non? bah, Mendès France, Pierre Mendès France, qui est Pierre. son grand-père, et ben, fait aussi partie d'activités qu'il faut connaître, hein. Donc, Pierre Mendès Mmh. France était par famille dans le tissu, d'accord? Donc, le tissu, à une certaine période, a été extrêmement important. Tout le monde connaît le Mmh. groupe Boussac avec le rachat par Bernard Arnault, mais en Mmh. fait, il faut savoir que Paris s'est quasiment construit autour du commerce du tissu par l'intermédiaire des fameux grands magasins. Donc, Mmh. comment on a entendu parler du BHV, donc le bazar Oui. de l'Hôtel de Ville, il y a quelques semaines, avec les liens avec Chine, hein, ce fabricant chinois. Il y a les nouvelles galeries, il y a donc les grands magasins parisiens, quoi. Et en fait, donc, nous avons la famille Mendès France, très très proche. Euh, Soit des nouvelles galeries, soit d'une autre marque très connue, hein, les Galeries Lafayette, enfin, Lafayette, Galeries Lafayette, les je crois. galeries Lafayette. Euh, Mmh mh. Mmh. enfin, l'un des 5 ou 6 énormes magasins de Paris. Et en fait, autour de La ça, Samaritaine, non? Ils étaient avec la Samaritaine ou pas? ah ben voilà, je cherchais le Mmh. nom, c'est l'un des 3. Et en fait, Mmh. là-dedans, bah, vous retrouvez notre ministre de l'économie passé, donc du temps de Bayrou, donc Lombard. Bah, Lombard, en fait, Mmh. fait partie de cette succession de familles. Voilà. Mmh. Alors, quand on est dans le tissu, évidemment, on est dans le Marais. D'accord. Et quand on est dans le Marais, on est aussi dans des relations qui sont des relations où la mafia apparaît. Alors vous allez Mmh. me dire, oui, mais tout ça, attention, vous êtes en train de déborder sur des sujets qui ont été traités dans l'histoire, hein. Moi, je ne vais pas revenir Mmh. sur Drummond, la France juive, etc., etc. J'ai beaucoup Mmh. combattu ça. Par Mmh. contre, dans le Marais, il y a la présence, et on en parlait dans l'émission, des frères Zemmour. D'accord? Oui. Les frères Mmh. Zemmour, qui n'ont qu'un lien de parenté assez distant avec notre Zemmour actuel, mais qui ont été des gros, gros, gros mafieux. Et donc, si on veut reconnecter avec ce que je disais tout au long de l'émission, les frères Zemmour, on les retrouve au niveau du casino de Namur, au niveau donc d'une personnalité mafieuse qui s'appelle Kaira, et en lien direct avec Alain Delon et tout Oui le réseau que nous avons établi, quoi. et le fils Anthony Delon peut-être, qui commerçait avec qui travaillait avec des gens du Sentier justement, pour Ben, ses évidemment, besoins de cuir, comme il est dans les évidemment. vêtements, Ouais, voilà, et donc, besoins de eh ben, cuir et ouais. Kaira, c'est bon comme nom ça? C'est un nom, vraiment approprié? Écoutez, peut-être que je me trompe de quelques voyelles, mais c'est ça, en fait. C'est Ça soit ressemble à Keira, Kaira soit Kaira. Mais tous et ces ce mecs c'est sont des personnages de romans, hein. ouais, c'est romanesque, Simplement, ce sont des têtes moi, brûlées?
je n'ai rien à dire avec ces mecs qui assument d'être des voyous. D'accord. Oui. Même Delon, il a assumé d'être Oui. du mauvais côté de la force. Ce que je ne supporte pas, surtout dans la période qui nous amène quasiment à un conflit internationalisé, c'est que nous avons des hommes politiques qui se cachent derrière ces réseaux pour exister et pour grossir. Et ça, Derrière en fait, c'est insupportable. un masque de pseudo-bienveillance? Bah, mais surtout de respectabilité, voyez-vous? Stabilité, respectabilité, oui. Et cette respectabilité, elle est complètement discutable parce que Mmh. sitôt qu'on commence à fouiller un peu, putain, les mecs, c'est même plus des casseroles qui sont, c'est des chaudrons, quoi. Et quand il y a des gens courageux qui ont donné de leur personne, qui ont perdu des biens, qui ont été affectés, jusqu'à même penser à certains moments au suicide. Michel Mmh. ne s'est pas suicidé, mais combien dans des situations désastreuses pensent au suicide? En fait, il y en a beaucoup. Et combien passent à l'acte? C'est énorme, en fait, dans la période, les agriculteurs qui mettent fin à leur jour pour des problèmes de revenus, parce qu'en fait, une minorité détourne le fric qui leur est révolu. Et Mmh. ben au final, ça devient mais complètement insupportable. Et donc, certes, je prends des risques. Certes, mon ami Michel est décédé d'un accident. Comme on a dit au début d'émission, les accidents arrivent. Mais Michel avait travaillé sur Thierry Sabine Balavoine, d'accord. Oui. Il avait aussi travaillé sur l'affaire Bérégovoy. Là-dessus, il avait été reconnu comme étant un véritable cherchant par l'intermédiaire d'un des grands spécialistes français de l'affaire Bérégovoy, qui est aussi un homme qui a payé de sa carrière, et avec qui j'ai fait des émissions, qui s'appelle Hubert Marty. Hubert est Ah devenu un oui, ami, nous étions trois dans l'émission, et Hubert, exceptionnel, quand il oui. a vu le travail de notre ami Michel, il était halluciné, quoi. Mmh. Parce qu'en fait, Michel avait trouvé les réseaux dans la Nièvre. Il était remonté dans des réseaux où on touche sur des trafics et des trafics aussi de bâtiments, de construction, de bâtiments, comment le monde automobile avec Manicourt, hein, le circuit de Manicourt, dans lequel Mitterrand était complètement noyé en fait. Hein, et puis Mmh. de l'autre côté, des affaires pédocriminelles qui touchent des pasteurs connus, donc Mmh. comment le pasteur Glenn Cross, par l'intermédiaire d'une revue qui s'appelle Gay France. Gay France nous amène au réseau néo-nazi et nous ramène au pasteur Doucet, l'histoire de pasteur Doucet, qui décède lui aussi dans la forêt de Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau, c'est quand même le no man's land. Mais qui est le Mmh. maire de Fontainebleau à cette période, sans qu'il y ait évidemment de relation de cause à effet, hein, il y a corrélation et pas de causalité, eh ben, c'est notre ami Larcher. Voilà. C'est marrant, hein. Enfin, moi, je trouve ça très marrant. Voilà. C'est un triangle des Bermudes. Ce réseau Opus Dei est toujours aussi puissant à l'heure actuelle? Ah bah moi je pense, alors s'appelle-t-il Opus Dei? A-t-il changé de nom? Y a-t-il une mutation de ces réseaux? Parce que l'Opus Dei quand même a chargé pas Mmh. mal. Et en fait, il se trouve qu'ils ont été très attaqués par un autre film qui les a mis et qui les a pointés du doigt d'une manière définitive. C'est, vous savez, le film de Dan Brown, Da Vinci Code. Ah oui, Et là, moi, ouais. je pose une question. Est-ce que ce film n'était pas une commande de Vatican pour affaiblir le pouvoir de l'Opus Dei, qui devenait extrêmement, sans doute, difficile Gênant. pour Benoît XVI, je crois que c'était Benoît XVI, hein, à l'époque de Dan Da Brown. Vinci. Et Mmh. n'assistons-nous pas à une mutation? Et là, je vous donne presque un scoop qui est important. Hein. Vous avez vu que notre Premier ministre, Premier ministre Lecornu. Actuel? Ah oui, Alors le là, je vais Cornu revenir un peu Sébastien. sur Lecornu. Mmh. Mmh. Ouais. La première chose qu'il a dit quand il a été nommé Premier ministre, il a dit: «Je suis un moine soldat». D'accord? Oui, je me souviens. Mmh. Il a bien remplacé un mec qui est très très proche des milieux cathos, parce qu'en fait, on l'a vu dans des affaires de sectes, très très proches de gourous de sectes, Bayrou, hein, vous ferez les recherches, hein, le renouveau charismatique et tout ça, en fait, Bayrou Et est l'affaire carrément Betaram? Mmh. l'affaire Bétarame, la protection des curés de Bétarame, enfin, tout ça, c'est quand même Mmh. bien argumenté. Et donc, notre Lecornu, la première chose qu'il dit, il dit: «Je suis un moine soldat». Et donc, en fait, le moine soldat, c'est bien le moine templier. A-t-on assisté, dans ce moment-là, au basculement du pouvoir de l'Opus
a un pouvoir de type nouveau, templier, très lié aux affaires, hein, parce que les Templiers, c'était quand même Mmh. des grands commerçants, mais aussi Mmh. lié à un autre aspect qui me fait extrêmement peur et qui est en cours dans notre société, c'est-à-dire une espèce de guerre de civilisation qui ne dirait pas son nom, quoi. Et donc, autour de ça, vous voyez les transactions, vous voyez les tensions qui peuvent exister, les doubles discours. Et en fait, les doubles discours ne sont pas doubles pour tout le monde, hein. En fait, ils sont balancés pour que des messages soient certainement reçus, compris, Pour et que donc à partir de que là se des posent de grosses questions. Alors j'ai pour que parlé de des initiés l'Ecornu, les si vous voulez. comprennent, c'est ça? Pour que des initiés comprennent le message? C'est les messages entre Ah initiés? ben possiblement. Ah Ah ben, oui, c'est possible. nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes Oui, en bah, oui, guerre. Putain, après c'est quelque clair. temps, on a quand même un peu 6 compris qu'on fois, était dans quelle guerre on était, quoi. c'est Et ça. donc, le Cornu, très important, est associé au département de l'Eure, d'accord. Et en fait, on va voir que l'on va reconnecter très vite avec ces milieux parce que sont issus de ce département et quasiment de la ville où il a été maire, Mendès France, justement. Pierre Mendès France est comment issu de cette région. On va Mmh. retrouver donc un homme important pour la crise que nous traversons, c'est Bruno Le Maire, d'accord. Mmh. Et on sait que la femme de Bruno Le Maire est liée aux religieux par l'intermédiaire d'une famille dont comment mon ami Michel parlait tout le temps. C'est la famille, évidemment, quand je vous en parle, je n'ai plus le nom. Désolée. Euh, alors, vous pouvez m'aider avec Ah oui, je Internet vais parce vous que aider avec c'est la internet, famille. bah, de Basignan, Dousseau de Basignan. Non, comment? C'est la famille dont l'un des délégataires était le directeur de la Banque des dépôts et consignations et qui est devenu le patron d'ADP Aéroport de Paris. Ah oui, ça me dit Voilà. quelque chose fortement. Heu, Aidez-moi Stéphanie, il faut que vous m'aidiez. je vais vous aider. Et là, j'ai un trou, un vrai trou. De Romanet? De Romanet? Ah bah voilà, Augustin de Romanet de Beaune, Augustin de comme disait Romanet, souvent Michel. de Beaune, Augustin de Romanet exactement. de Beaune, exactement. Et donc, en fait, on retrouve le religieux parce que le frère d'Augustin n'est ni plus ni moins Mmh. que l'évêque des armées françaises. Et donc, évidemment, là, on retrouve une connexion entre le milieu des affaires, le milieu de la politique, le milieu religieux, il n'y Et aurait la pas Grande Muette. loin et évidemment la Grande Muette, dans lequel j'ai démontré le rôle très très important de Lyautey, hein, de Hubert Lyautey. Et quand on va plus loin chez Lyautey, ben, on s'aperçoit donc il a une femme en fait, hein, Lyautey, malgré hein, des rumeurs, est Mmh. marié et en fait il est marié avec une descendante de la grande famille Koechling, qui est donc la grande famille industrielle de Mulhouse, qui comment dire règne sur l'industrie de l'est de la France, hein, fabricant de locomotives, mais aussi banquier et aussi comment extrêmement présent dans le monde de la politique. Donc vous voyez tous ces Ouais. engrenages, Ça tous ces rouages. ça rappelle, la reproduction des élites de Pierre Bourdieu. C'est inévitable que les milieux se fréquentent entre eux, mais si c'était seulement pour, maintenir un système, à peu près vertueux ou en tout cas pas autant corrompu. On pourrait encore Alors attendez, l'accepter que les gens se fréquentent entre eux, mais là, oui, effectivement, toutes les ramifications et surtout tous les dégâts que ça crée sur la société française et au-delà. ah ouais, alors là-dessus, Stéphanie, je vais vous apporter un élément que vous Mmh, connaissez peut-être, et c'est sans doute mmh, là que ça déconne actuellement. En fait, mmh, la logique protestante, parce que là arrivent les protestants, qui en fait, mmh, eux, faisaient des affaires depuis très longtemps, et en 1870, Léon XIII permet juste, finalement, de recoller les morceaux et d'essayer de récupérer le retard avec la communauté protestante, hein, comment les protestants disaient à chacun selon ses moyens et aux autres selon leurs besoins. Et en fait, ça signifiait que ceux qui avaient des capacités de faire de l'argent devaient se mmh, plier à des volontés philanthropiques en reversant une partie de leur fortune, mmh, immense fortune, dans des mmh, œuvres sociales. D'accord. Et donc, oui, évidemment, l'école pour les pauvres, les systèmes de soins au niveau des usines et tout ça, ça a quand même bien fonctionné. On ne peut mmh, pas tout foutre à la
poubelle. Par contre, exactement. ce qui se passe maintenant avec une nouvelle génération, c'est que ce lien qui s'appuyait sur une Mmh, logique religieuse et une logique liée à la grâce et au salut, enfin on va pas rentrer dans le détail, a mmh, été mis à la poubelle. Et en fait mmh, aujourd'hui, on a des mecs qui ne pensent qu'à leur gueule, quoi. Ne pensent qu'à leur gueule, quoi. Et on arrive à la conclusion presque logique que finalement eux doivent vivre dans un univers protégé, tandis que les autres finalement deviennent un peu trop nombreux. Et là, c'est la vision oui. d'Attali qui classe le Mmh, monde en trois parties. mmh, J'appelle ça les hyper-nomades qui auront toutes les ouais, capacités de déplacement, d'usage du monde à leur guise. Ceux qui vont être très minoritaires entre les deux, une espèce de classe moyenne, mais vraiment très, très, très démembrée, qui mmh, espèrent accéder au niveau principal et surtout ne pas chuter au niveau inférieur. Et puis, la communauté des esclaves, que nous sentons bien monter quand même en puissance. Et cette communauté des esclaves est liée à cet appât du gain, en fait. Et le mmh, gain aujourd'hui, on le voit dans il y a une Michel était fou avec ça. Hein. On parle de la croissance. Vous savez, la croissance française serait même parmi les meilleures d'Europe avec 1% de croissance. Mais en fait, on rajoute dans cette croissance toute la notion de l'économie parallèle et en particulier du trafic de cam. la Comme le drogue. trafic de cam explose, vous enlevez cette Mmh, grosse évolution, puis d'un seul coup, vous allez voir à quel niveau de croissance on se trouve. Quoi. C'est un truc de minable. dingue. Quoi. Mmh, mmh mh. Ah, en fait, y a Oui, pas, on est en cette récession. idée ouais, bien sûr et cette idée d'écraser les peuples, on la retrouve aussi dans les discours, de personnalités richissimes qui passent au Forum économique de Davos, qui sont invités là-bas et qui l'assument en fait, qu'effectivement il y a ce lien qui est complètement cassé, entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Il y a plus de lien, moral en fait. Comment là-dessus, la porosité entre le grand banditisme tel qu'on le connaît et ces forums économiques, elle est manifeste. Quoi. Il y a pas Manifeste. besoin de fouiller des D'être heures. D'un futé. seul coup, vous retrouvez des personnalités, d'un seul coup, vous retrouvez les liens et vous vous posez Mmh, d'énormes questions. Alors, on a parlé de Le Cornu, on a parlé de l'heure, mais il y a un mmh, épisode dans sa vie qu'il ne peut pas mettre de côté comme s'il n'avait pas existé. Il n'a pas été condamné sur ce sujet, hein, il faut bien le reconnaître, mais quand même, avec son ministre de la Justice aujourd'hui, qui a été le ministre de l'Intérieur, Darmanin, vous savez qu'ils partent mmh, en vacances et ils louent un appartement à Ajaccio. Et en fait, malheureusement pour eux, c'est vraiment, ils ont été piégés par Airbnb sans doute. L'appartement appartenait, c'est le cas de le dire, au président de la CCI d'Ajaccio, d'accord, qui se fait gauler avec 800 kilos de hashish dans une opération de transfert en hélicoptère. mmh, mmh, Enfin, mmh. on pense que l'on veut, mais enfin, c'est quand même. Enfin, moi, ça m'arrive pas, quoi. Je veux dire, ça m'arrive Tout pas. va pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'Opus Dei, est-ce qu'on peut dire que c'est anticommuniste, c'est anti-russe? Ah, mais Anti-Poutine? ça nous amènera très loin. Ah Ça là, fait j'ai déjà ouvert une longtemps de que tu me Pandore. parles. On se En fait, reverra c'est pour ça alors, mais anticommuniste, oui, on peut en parler, c'est en toucher 2 anti-bolchevique. mots. Donc, c'est Oui. anti-bolchevique. Donc là, il faut revenir sur la montée du bolchevisme, il faut revenir sur le basculement et la chute des Romanov, qui ne se fait pas non plus dans une condition où ce sont des fous furieux communistes. Non, c'est le Mmh basculement de l'armée qui considère que les Romanov sont en train de dédire à leur engagement de suzerain. D'accord. Une misère terrible dans le peuple et en plus une famille, on pourrait faire des parallèles avec ce que nous connaissons, qui est complètement parti dans des délires ésotériques avec un mh. personnage extrêmement célèbre qui s'appelle Raspoutine, qui fout bordel monstre à la cour, évidemment. Hein. Et donc, vous avez l'armée qui bascule. L'un des grands généraux de l'armée, ce qu'on appelle donc l'armée rouge de l'époque, ça peut vous Mmh. intéresser, ça va vous intéresser, Stéphanie. Alors, son nom va m'échapper encore, mais je crois qu'il s'appelle Tachinsky, quelque chose comme ça. En fait, avant donc des événements, est emprisonné et en fait, il va être emprisonné et il va cohabiter dans sa cellule avec le général de Gaulle et avec un personnage très important, très très masqué dans la vie française qui s'appelle Vincent Roure, Roure. Et en fait, autour de ça se jouent certainement des discussions qui sont des discussions de type géostratégique. Et donc, en fait, Mmh. il y a le basculement dans le communisme, mais vous n'êtes pas évidemment étrangère à ce qui Mmh. s'est passé, la chute du mur en 89, Ouais. la glasnost échouée Mmh. de Gorbatchev. Et en Gorbatchev. fait, donc, notre ami Poutine prend des liens
avec le pouvoir ancien, le pouvoir religieux d'abord et le pouvoir aristocratique aussi. Et donc, en fait, le Poutine que nous avons là face à nous n'est pas le communiste tel qu'on pourrait Mmh. l'envisager il y a quelques années encore. Et donc, en fait, ce qui rend extrêmement complexe le conflit actuel, c'est que le religieux, là aussi, est très présent, parce que vous Mmh. avez une église, comment on va dire, orthodoxe russe, et vous avez une église orthodoxe, ukrainienne, autour d'une personnalité qui agit dès les années 30, très important dans notre schéma géopolitique complet. Alors Mmh. celui-là, il a aussi un nom, il s'appelle Sheptytsky, voilà, et Cheptyski donc est un évêque orthodoxe, enfin catholique, et c'est lui qui va s'associer au réseau nationaliste pour donner naissance à l'Ukraine. Comment alors excusez-moi pour la date, mais je pense que ça arrive à la fin de la guerre, donc vers 47. Et donc en fait, il a des relations avec le fameux Bandera, qui est donc Oui, très proche des nazis. Et en fait, nazi. pourquoi? Parce que il veut édifier l'identité ukrainienne. Et donc, en fait, dans le conflit que nous avons, c'est un conflit mortel, mais qui peut vraiment, on voit qu'il dégénère de toute façon, hein. J'espère qu'il s'arrêtera, mais vous avez vu Mmh. que Zelensky avait été tiré aujourd'hui sur sur la maison de Poutine. Enfin, c'est un truc de dingue. Et donc, en Mmh. fait, vous avez deux caractéristiques qui détruisent les individus. C'est les caractéristiques donc d'identité exacerbée, quoi. Et là, en fait, Mmh. on est dans une crise identitaire et quand on est là-dedans, s'il n'y a pas un médiateur, ce qu'aurait pu jouer la France, en fait, hein, ce rôle de médiateur était le rôle assujetti à la France en tant que Ouais. puissance non alignée Mmh. capable de jouer son cinquième. Vous savez, quand il y a Mmh. 5 sièges au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est celui du Mmh. milieu qui fait la différence, hein. Celui du Oui, milieu, c'est le nôtre. Et en fait, là, on oui. s'aperçoit que on est en train quasiment de vendre cette position de balancier dans Mmh. la paix du monde, et c'est catastrophique. Et quand on pense à tout ce que l'on a dit sur Macron qu'on connaît pas, hein, Macron on le connaît pas. Par contre, Mmh. Brigitte Macron, les réseaux Macron, Mimi Marchand et tout, Mmh. c'est bon quoi, c'est bon. Et puis, de Euh, toute façon, les USA ont placé des Young Global Leaders à la tête, notamment de nos gouvernements. Donc on peut dire qu'on est un peu plombé finalement. ah ouais, ouais, là on aborde plein de sujets sur lesquels Plein de on pourrait sujets, venir. ouais. Et on se Ouais. reverra pour ces sujets-là. J'aimerais bien vous recevoir un jour sur la question de l'empire khazar. Alors l'Empire khazar, vous savez qu'il y a 10 ans, et tous vos interlocuteurs, enfin 10 ou 15 ans, cet Empire Mmh. khazar n'existait pas. D'accord? Mmh. Et aujourd'hui, vous tapez khazar, il y a même une page Wikipédia dans laquelle on voit leurs invasions, on voit Oui. leurs mouvements, etc., etc. Bon, ben en fait, l'Empire khazar, il faut quand même se méfier parce que possiblement, ce n'est pas. En fait, Réel. ouais, possiblement, il y a des Est-ce que discussions. ça Moi, peut je être dirais. une fausse piste qui a été lancée à dessein? Ben, en fait, elle est simplificatrice, hein, et Mmh. comme ce que nous avons abordé aujourd'hui, c'est quand même de la complexité dans les Mmh. relations, Bien sûr. complexité dans les tranches de temps que nous avons croisées, hein. On est parti Oui. des années 20 pour remonter aux années 2020, Mmh. et puis on a demandé de l'intelligence à nos internautes, et en Mmh. fait, il le faut. Mmh. Tout ce qui est présenté là, tout ce que Michel a présenté, c'était un énorme travail. Oui. Il y a passé 20 ans de sa vie. Mmh. Donc en fait, ce que nous essayons de comment traduire entre nous dans un format assez court quand même, Mmh. Mmh. nécessite un énorme travail. Et donc, énorme Des années. travail Mmh. pour s'en souvenir, énorme travail pour essayer, et donc pour ceux qui reçoivent le message, ils doivent se plier à cet énorme travail. En face de nous, nous n'avons pas des incompétents. Nous avons des Mmh. gens qui connaissent et qui travaillent énormément. Donc si Mmh. nous sommes, comment dire, comment si on se laisse un peu Dilettante. faire, si on se laisse un peu en dilettante, en fait, Mmh. on a déjà perdu le combat. Ce que nous devons devenir, enfin, ça fait très très longtemps que nous partageons Mmh. ça sur les ondes avec Michel, ce sont des travailleurs en fait, hein. Il faut vraiment que nous reprenions et que nous ressaisissions la matière qui nous a échappé. Et en Et fait, à avec partir des de là, on est sources beaucoup plus solide. solides. À partir de là, vous Avec, dites: «On est et à inattaquable». partir de
Eh ben, en Mmh. fait, on est déjà solide. Donc, en fait, Oui. Michel, je vais vous dire quelque chose qui peut vous étonner, mais qui, au final, ne vous étonnera pas. Nous avons perdu notre ami Michel. Nous sommes un groupe à le connaître, hein, à échanger tous les jours. Mais en fait, il n'y en a pas un seul qui a une tristesse jusqu'à ne pas pouvoir se relever. Parce qu'en fait, il nous a laissé comme un héritage, quoi. Voyez-vous, un héritage solide, avec des faits, des confirmations, qui fait que dans nos difficultés, nous ne sommes pas responsables des difficultés que nous traversons. Nous sommes responsables si nous nous laissons aller, quoi. Et en Mmh. fait, après le Covid, beaucoup ont compris qu'il y avait un problème et beaucoup de citoyens, surtout en France, où la sensibilité politique est exacerbée hein, depuis la Révolution, en fait, nous avons fait collectivement un énorme travail. Et donc, le pouvoir de l'État, ce pouvoir mafieux, est en difficulté. Alors, revenons sur les casards. Moi, je vous le dis, on n'avait pas Mmh. parlé de ça, Stéphanie, mais Mmh. je vous l'ai dit, je Non, on n'a sors un pas du livre. tout anticipé ça, oui, effectivement. Mmh. Je sors un livre au mois de février dans lequel, en fait, je remonte sur cette logique historique et je remonte cette logique historique bien plus loin que les casards. Je remonte cette logique historique à un choc qui a déjà eu lieu hein, entre la Grande Arménie, très méconnue. L'Arménie donc antique n'est pas du tout ce confetti stratégique, parce que l'Arménie actuelle est quand même hyper stratégique et hyper religieuse, hein, Mmh. qui est voilà, que l'on voit donc la conjonction de l'ensemble de ces puissances qui s'affrontent. Non, non, c'était un énorme territoire. Et face à cette Arménie, il y avait donc une autre inconnue, hein, cette Arménie négligée. Il y avait une autre puissance qui est bien plus connue. Évidemment, c'est l'empire. Évidemment, quand je vous en parle, le nom m'échappe, mais c'est l'empire perse. Voilà. Perse. Ah oui, Perse. L'actuel Voilà. Iran, à peu près, l'Iran? Ah bah, l'Iran a un rôle stratégique. Vous avez vu Mmh. dans le conflit avec Majeur. Israël Oui. comment l'Iran s'est défendu et comment l'Iran a rabaissé, on peut le dire, le caquet d'Israël. Ça, c'est quand même un Mmh. peu Oui, incroyable. oui, c'est Pour un pays, un pays évidemment, puissant. on le critique. Hein, vous savez très bien hein, comment nous, les donneurs de leçons, on critique sur la Mmh. condition des femmes. Alors, je vous parle à vous, Stéphanie, donc Mmh. c'est Mmh. un sujet extrêmement sensible. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'effectivement, ça touche les sensibilités que Mmh. nos adversaires savent Utilise. particulièrement instrumentaliser pour nous mettre en Oui. difficulté. Mais Mmh. l'Iran, reste ce pays historique extrêmement puissant, avec des Puissant avec racines, des ingénieurs, des gens très éduqués, des cerveaux aussi, des cerveaux. Alors, entre moi, autres. je n'ai jamais été en Iran, mais attention aussi aux manipulations, hein, Manipulation. parce que enfin du moins le gouvernement islamique ou la République islamique, Mmh. a été protégé par la France, d'accord, par des réseaux qui touchent à la Mmh. fois Valéry Giscard d'Estaing, mais à la fois les réseaux mitterrandiens autour de Mmh. personnalités comme Roland Dumas, hein, d'accord, et tout ça naît autour d'un enjeu encore énergétique qui était l'enjeu nucléaire. Et vous savez qu'autour de ça, il y a eu de financement de groupuscules révolutionnaires, dont Mmh. Action Directe qui va sécher Georges Best, qui était à l'époque le patron de Renault. Tout le monde a pensé, tiens, ce Mmh. sont des mecs d'extrême gauche qui descendent d'un grand patron d'un Mmh. groupe multinational français. En fait, non. Action Directe était proche des réseaux qui finançaient l'Iran, d'accord, qui finançait donc Mmh. Khomeini, et donc Mmh. ces réseaux très profonds dans lesquels on retrouve la mafia, mais aussi les réseaux du stay behind américain. Enfin, tout ça c'est compliqué. Hein. Oui. Et donc ils ont surtout descendu l'ancien patron de la société qui s'appelait Eurodif, et la société Eurodif qui était en fait la société stratégique du déploiement nucléaire français. Voilà. Très bien. Et Vous donc avez là, on aussi, retrouve j'imagine, encore. oui, Vous vous dites, avez pardon? travaillé sur les réseaux Gladio, le réseau Gladio aussi, vous avez dû travailler, j'imagine, avec Michel? Ah ben, dans tout ce que l'on a décrit, en fait, Mmh. l'Opus Dei, l'anticommunisme, se Mmh. trouvent les cellules dormantes. Et je vais vous Mmh. dire peut-être un truc. Si la gendarmerie était amenée à faire une enquête sérieuse autour de la mort de Michel, moi je les conseillerais de s'orienter vers les réseaux Gladio, en fait, qui sont toujours
présents sur le territoire, qui sont des cellules dormantes, sans doute plus dormantes, et encore elles ont dû se réveiller, et le mode opératoire pourrait, voilà, de son accident pourrait tout à fait être conforme au mode opératoire que l'on a déjà vu dans le passé, en fait. Voilà. Très bien. Mais quand vous touchez ça, vous touchez comment là on pourrait refaire des émissions, hein, mais vous touchez évidemment la démocratie chrétienne, vous touchez l'anticommunisme, vous touchez le Vatican. Là, on est sur des sujets. Mais on parlait des Khazars et je vous disais que les Khazars il y a 15 ans n'existaient pas et existent aujourd'hui. Gladio, au moment où c'est sorti, tout le monde pensait que c'était une grosse blague. Et aujourd'hui, c'est indiscutable. Comment Michel avait travaillé sur les attentats du Brabant et il avait montré comment en fait ces attentats du Brabant étaient parfaitement liés aux cellules entre guillemets révolutionnaires, les anciens de l'OAS et les anciens du SAC. D'accord. Quand on a le SAC, on a aussi le GAL en Espagne, donc surtout le Pays basque espagnol. Et là, on a des contrats. Et là, il y a des missions. Et l'un des personnages que vous avez peut-être invité, que je vous conseille d'inviter de nouveau pour en parler, s'il peut en parler, c'est Gérard Fauré. En fait, Gérard Fauré. Ah oui, je ne l'ai pas invité, dealer. mais je l'ai rencontré chez Mike Borowski sur GPTV, oui. Gérard Fauré, il en Ouais. connaît un rayon là-dessus. Ah ouais, parce que lui, il ne se cache pas d'avoir été le dealer officiel quasiment de l'ensemble des gens que l'on a définis, hein, Cité. Chirac en tête en fait. Hein, donc comment le réseau aussi, le réseau Johnny Hallyday. Donc en fait, on voit bien le réseau du show dans lequel on va retrouver tout ce que l'on a dit. Hein. Et comment en même temps, lui a été garde du corps de Tadi Zampa. Donc c'est quand même ou chauffeur, non, il a été chauffeur de Tadi Zampa et en fait donc voilà, il le dit dans une vidéo, il a été amené à recevoir des ordres venant de l'État pour comment dire faire des opérations dans le Pays basque français. Des opérations, des homicides d'État? Ah bah écoutez, ça je ne sais pas. On ne sait pas. Il faut Ah simplement d'accord. qu'il s'explique. Il a eu le courage de sortir certaines choses, mais vous savez que ce qui s'est passé donc dans le Pays basque français et espagnol a des ramifications extrêmement importantes parce que comment on va retrouver quasi les mêmes à Marbella. Et donc en fait là vous avez la vraie mafia, la mafia de la cam, vous avez la mafia du bâtiment, vous avez l'escroquerie et toutes les escroqueries aux aides européennes. Enfin vous avez la maf quoi. Vous avez la maf quoi. Total. Alors, escroquerie aux aides européennes, on peut pas passer sous comment la taxe carbone, hein, voilà. Et donc Ah oui, là-dessus, la fameuse. eh oui, là-dessus, on a bien montré avec Michel, on a fait une émission spéciale, on a montré qui était ministre de l'économie, ministre du budget à cette époque. Donc, je vais citer les noms parce que c'est des noms d'actualité. Donc, on a Thierry Breton d'un côté, on a Jean-François Copé de l'autre, hein, qui nous ramène des leçons comment tous les jours. Donc, eux étaient les ministres en charge. Et puis, de l'autre côté, on avait ce mécanisme qui permettait de toucher la TVA d'une manière anticipée, dans lequel se sont immiscés des réseaux, et donc dans lequel on va retrouver le fameux Arnaud Mimram, et Arnaud Voilà. Mimram qui est aujourd'hui en tôle, Oui, qui qui en a lancé quasiment une fatwa contre ce journaliste Arfi, qu'il a mis en difficulté en fait, hein, donc Patrice oui, Arfi Arfi, tout à fait. qui fait tomber Sarko, enfin tout ça c'est quand même gravissime, enfin c'est gravissime, enfin, moi je vous le dis, c'est Fabrice gravissime. Arfi. Ah oui, Fabrice Arfi qui a Ouais. du courage. Et de l'autre côté, donc le Mimram en question, qui est en lien avec deux personnalités tellement connues que j'en suis triste de leurs actions. Donc d'un côté, l'hyper défenseur comment de la cause de Netanyahou, Meilleur Habib, et puis le dernier maillon de la chaîne qui est Netanyahou, dont les campagnes électorales ont été financées en partie par l'argent de la taxe carbone. Donc vous imaginez l'enfer que les Palestiniens ont vécu est lié en fait à des détournements de type mafieux, quoi. Et là, c'est la mafia, quoi. Là, c'est la mafia, c'est pas la mafia corso-sicilienne, mais vous savez que les corso-siciliens étaient liés à la mafia juive par l'intermédiaire d'une personne qui est très importante pour l'histoire française. Et on a fait une émission aussi, c'est comment le fameux Meyer Lansky,
Lansky, qui était le financier de la mafia italiano-sicilo-américaine, d'accord. Donc c'est lui qui finalement gère les casinos. Hein, il va même annexer Cuba à un certain moment. Comme Cuba, ça marche pas avec la libération donc castriste et de Che Guevara, ben, il va se replier sur un endroit connu qui est Miami, d'accord. Et à Miami, ben, il y a un immobilier à Miami. L'immobilier est tenu par la mafia dans cette zone, hein, et ben c'est notre ami Bernard Arnault. Voilà. Donc Bernard Arnault va monter un projet immobilier qui va être un échec à côté de Miami, pas très loin, sur la côte. Et en fait, quand il revient, il a été comme formé par les méthodes de la mafia, on pourrait dire ça, hein, et en fait, il reçoit en cadeau le groupe Boussac. Voilà. Et dans le groupe Boussac, il y a Dior, il y a tout le luxe, et le luxe est une vaste opération à la fois spéculative et à la fois une possibilité de blanchiment à tous les niveaux. Hein. Voilà, vous faites travailler vos sacs dans des pays étrangers, vous les vendez, je sais pas, 25 000 euros avec un coût de production à 1 000 euros, ça blanchit. Et puis, il y a des possibilités de paiement, notamment à Monaco, enfin voilà, avec les mafias ukrainiennes et tout. Et vous faites de très belles marges. Pour finir, j'aimerais bien savoir quels sont les liens potentiels entre l'Opus Dei et l'affaire Fourniret, pour terminer. Ah, c'est pas si direct que ça. Hein. Pas direct. Là, on risquerait de gros problèmes. Par contre, il y a une affaire sur laquelle travaillait Michel et sur laquelle il a alerté la justice, c'est la disparition de la fameuse Lydie Auger. Lydie Auger est une jeune fille qui disparaît dans la camionnette de Fourniret, d'accord. Et Lydie Auger est kidnappée. Alors, elle faisait partie d'un foyer pour jeunes femmes en souffrance intellectuelle, en fait. Hein, et elle se fait enlever à 2 kilomètres du haras de Guébriand. Et ce haras de Guébriand, en fait, est complètement connecté à tout ce que l'on a dit précédemment. Donc voilà, lui, Michel, était persuadé que le lien entre Fourniret et ses réseaux n'était pas du tout étanche. Et là-dessus, il revenait encore aux affaires algériennes, parce que Fourniret aurait fait partie d'une section spéciale algérienne qui s'appelait le 11e choc, espèce d'opération commando qui s'appelait le 11e choc. Et dans ce 11e choc, Michel avait fait des études qui montraient que était aussi présent Mesrine. D'accord. Et il y a un point qui est aussi levé par notre ami Hubert Marty, c'est génial ce que l'on dit, hein, ça pourrait être un film, c'est que Mesrine se fait déglinguer porte d'Orléans, je crois, ou de Clignancourt. Clignancourt. Ouais, c'est Clignancourt, donc par le fameux commissaire Brossard, hein, avec la barbe, tout le monde connaît ça. Ouais. Et en fait, il se fait dégommer le lendemain ou le surlendemain, il y a peut-être 1 ou 2 jours d'écart, du meurtre de Robert Boulin. Et en fait, donc, ce que dit Michel, c'est qu'il y a un commando qui a attenté à la vie de Boulin, qu'il a donc trucidé, quoi. Et dans ce commando étaient présents des personnalités, un que j'ai cité dans l'émission, je ne vais pas le reciter là parce que je crois qu'il est vivant toujours, mais était présent Mesrine. Et en fait, l'affaire aurait mal tourné. Voilà. Alors, dans ces environnements. Fourniret fournissait, on disait Fourniret fournissait comme Dutroux fournissait, certainement, des réseaux. Écoutez, là-dessus, on ne peut pas être autant, mais il faut étudier, il faut faire le travail peut-être que la justice n'a pas pu faire pour telle et telle raison. C'est en ça que nos réseaux citoyens sont puissants. Évidemment, on ne peut pas entamer des bases qui touchent à la culpabilité des gens et tout ça. Par contre, il faut se donner les moyens d'éclaircir ce qu'on appelle les cold cases, quoi. C'est trop important. Et globalement, il y a des conjonctions qui sont étonnantes, que les enquêteurs ont dû voir. Enfin, c'est pas possible que, ayant fait je ne sais pas combien d'années d'enquête autour de Fourniret, les mecs n'ont pas fait les recoupements. Mais en même temps, vous savez, ils sont dans des logiques avec des hiérarchies, avec aussi des impossibilités de planning, et la puissance
de mecs comme Michel, en fait, amène des points de vue que les mecs ne peuvent pas avoir. Moi, je peux vous dire de source sûre que Michel était en relation avec des policiers de temps en temps et que les mecs, en toute bonne foi, leur disaient on n'a pas la big picture. On ne fait pas la connexion entre les affaires de différents départements parce que c'est très compliqué. Il fallait être un esprit tout à fait Hors indépendant, norme. libre, détaché aussi. Comment vous savez, je l'ai dit, Michel n'avait pas de liens familiaux, il n'était pas marié, n'avait pas d'enfants. Et donc, en fait, il a passé 20 ans de sa vie à faire ces connexions. Quand le mec arrive avec cette puissance, globalement, vous l'écartez pas d'un revers de main, vous l'écoutez. Il faudrait, parce que je sais qu'il y a d'autres citoyens qui ont les mêmes démarches, qu'à un moment donné, il y ait des juridictions qui soient en mesure de les écouter, parce que d'un seul coup, si on est dans la recherche de la vérité, il y a des conjonctions qui se font et qui sont parfaitement argumentées. À partir de là, vous avez idée de la big picture. Mais mettons-nous à la place de nos gouvernants. Si nos gouvernants considèrent qu'il est extrêmement dangereux pour leur pouvoir de faire parler des gens comme Michel, ils deviennent des dangers. Des dangers. Et ce ne sont pas des dangers démocratiques, ce sont des dangers pour le pouvoir. Et ça, c'est complètement différent. Et là-dessus, vous savez très très bien qu'on vient de passer une année quand même hallucinante, où toujours corrélation et pas cause à effet, hein, parce que ce sera très difficile à démontrer, mais quand vous voyez quand même le nombre de personnalités engagées dans des actions contradictoires au pouvoir qui nous ont quittés dans des circonstances parfois dramatiques. Je pense au suicide de Éric de Nessé notamment. Bah écoutez, la société qui ne se pose pas des questions sur ce type de décès est une société malade. Vous comprenez ce que je veux dire? La société qui ne se pose pas des questions sur la mort de ses contradicteurs est une société malade. Une société en bonne santé mettrait tout en moyen, même si ce sont des contradicteurs politiques, pour essayer d'établir la vérité des faits. Voilà. Et classer les dossiers sans suite comme ça, en fait, ça ne convainc personne. Et ça fait monter la désir suspicion, de revanche, de vengeance, la évidemment, vous méfiance, voyez, on est la tous à cran, défiance. on a tous la défiance absolue, enfin, même en fait l'envie d'en découdre. On ne peut pas continuer à fonctionner dans le système tel qu'on nous l'impose aujourd'hui. C'est impossible et en fait ça éclatera, parce que nous sommes intelligents, nous sommes structurés en réseau, nous avons accès à des informations de dingue, nous savons, contrairement à ce que on nous colle sur le dos, vous savez, les complotistes, seraient dans une espèce d'aveuglement. Non, on a le libre arbitre. Nous avons des capacités intellectuelles que le monde n'a jamais eues, hein, surtout en France. 80% d'une classe de bac d'une classe d'âge qui arrive au bac, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire française. Donc en Est-ce que fait, le on a bac beau dire, et je vois les il a pas baissé de détracteurs. niveau? Le bac, s'il a baissé de niveau, c'est peut-être pas forcément un signe. Mais là-dessus, Stéphanie, je vais vous interroger. À l'inverse, n'est-ce pas un argument qui est positionné dans la matrice pour mettre en difficulté une classe enseignante qui fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a? Ah oui, Vous comprenez? c'est une bonne Et question, donc c'est autour une de ça, question judicieuse. C'est tout à fait légitime vous comme voyez, question. il faut douter de tout. Hein. Donc moi, Bien j'ai sûr. des enfants, je Sans vois la masse de travail sans qu'ils être réalisent, et je peux. paranoïaque, hein. Sans être paranoïaque, il faut douter de tout. Exactement. Enfin, voilà. Et puis en même temps, il faut avoir certaines certitudes. Moi, j'ai commencé à énormément progresser dans ma démarche personnelle quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qui m'était interdit par éducation, à la progression du mal dans nos sociétés. Et quand vous commencez à vous intéresser à cette progression du mal, putain, c'est tout un voile qui tombe. Et là, vous commencez à découvrir des choses qui sont mais hallucinantes, quoi. C'est hallucinant. Et d'ailleurs, les mecs se croient encore en totale impunité. Quand vous voyez Sarkozy dans la situation qui est la sienne, jouer les seigneurs comme si rien n'avait changé, mais on est dans quel monde, quoi? Croit-il vraiment que alors on va me dire il a vendu des bouquins, mais dans leur malignité, moi ce que je dis, c'est qu'ils sont capables de monter une opération de communication montée par leurs copains du groupe Havas, notamment Euro et RSCG, hein, tout le monde connaît ça, dans lequel ils ont des introductions de fous qui ressemblent à tout ce que l'on a dit depuis le début de l'émission, qui achèteraient 1 million de bouquins. Qu'est-ce que ça leur fait une affaire à 2 millions d'euros ou à 20 Bien millions sûr. d'euros pour un mec dont c'est le revenu en 4 mois, quoi. Comprenez?
Ah, Qui il faut payerait bien qu'il fasse des des bien trucs de sûr, son fric. qui payerait des figurants pour faire la queue pour se faire signer le livre en question? Je ne sais pas. Écoutez, aujourd'hui, voilà, et c'est ça qui nous rend difficile à l'argumentation, parce que quand on Mmh, dit ça, vous imaginez euh, ce que l'on expose, et bien comment sûr, le pouvoir a beau jeu de dire, mais il dit n'importe quoi. bien sûr, bah, c'est Imaginons que ce facile. soit vrai. Ouais, Moi, ouais, il y a un ouais. truc, je ne suis pas très connaisseur de ça, mais un peu quand même. Comment je me suis intéressé, mais comme tout le monde dans nos suiveurs, hein, et comment internautes se sont intéressés aux manipulations donc sociales, à l'ingénierie sociale, et autour de l'ingénierie sociale, au comment à la pratique MK Ultra. D'accord? Ouais, Alors moi, c'est ouais. récent, MK Ultra, ça fait peut-être Mmh cinq, mh. 6 ans, 7 ans que ouais, j'ai vu ça apparaître, et donc ça m'a intéressé. Putain, mais là où on tombe par terre, c'est que ce truc qui était vraiment ce qu'ils appelaient la conspiracy théorie, la Mmh. théorie du complot, donc Mmh. Conspiracy Watch, et on a vu comment Conspiracy Watch, par l'intermédiaire de Mmh. Mendes France, était complètement lié au réseau de pouvoir et d'argent, Mmh. et on s'aperçoit, parce que c'est comment Bill Clinton lui-même qui s'est excusé pour les manipulations qui avaient été les manipulations en laboratoire, comment De de type CIA. Mmh. exactement la CIA, l'Institut Tavistock en Oui, Angleterre, oui. comment l'hypnose montée en épingle, enfin, Mmh. enfin voilà. Et tout ça, on nous Absolument. prenait pour des gros malades mentaux Mmh. il y a à peine 3 ans quand on en parlait, quoi. Tout à fait. Notamment à l'époque de Hold Up et toute la trilogie de Pierre Bernérias. En tout cas, je mettrai en description tous les liens utiles. Je ne sais pas si on peut commander des livres de Michel? Non, Michel n'a pas écrit, et c'est vrai qu'on avait cette discussion. Je lui ai dit: «Michel, il faut Mmh. absolument que tu écrives». Bien J'avais la même sûr. discussion avec mon ami, Hubert. Hubert, en fait, parlait de ce livre depuis très longtemps, et en fait, sur les derniers mois, il a sorti le livre. Donc le Oui, livre d'Hubert, Hubert l'a fait. je vous Mmh. conseille, la lecture. Il est prodigieux. Il Mmh. explique comment il s'est fait casser par le réseau Sarkozy, il explique comment il s'est, Oui, confronté au j'ai lu. milieu de type mafieux, dans lequel on Je retrouve mettrai en lien. Sarkozy, Guéant et Squarcini. On n'a pas parlé de Oui. Squarcini, mais on aurait pu, Le hein. quatuor, Et, corse. Mmh. Michel, en fait, avait commencé la rédaction de ce livre, et malheureusement pour nous tous, ben, il n'a pas pu le terminer. Hélas. Vous reviendrez sur Tribune Libre? Ah bah, écoutez, avec grand plaisir, Stéphanie. Je suis un grand bavard, hein, mais je tenais Partagez. vraiment à cœur de partager Mmh. voilà, cette émotion et cette espèce Cette grande d'héritage image. pour montrer donc, Héritage, à mon oui, ami héritage. Michel que il nous a donné des infos, et voilà, je lui montre que il n'a pas fait ça pour rien, que j'ai essayé d'en retenir quelques-unes. Voilà. Et je m'expose peut-être à sa place, parce que on ne peut pas continuer à vivre dans ce système. Ce système nous a bouffé la rate depuis allez, 150 ans, même plus que ça, parce que les mafias sont bien plus lointaines. Et donc aujourd'hui, en fait, il faut absolument qu'on s'en sorte. Mais les mafias sont des mafias maintenant internationales, elles sont hyper connectées, et voilà. Alors, attention, hein, je reviens. Peut-être que l'ordre mafieux est un ordre émérite. Peut-être que voilà, les hommes d'honneur ont tué les mecs qui n'ont pas d'honneur. Ouais, c'est possible. Mmh. Par contre, c'est l'interface avec ce milieu politique qui est insupportable. On ne peut pas jouer les Monsieur la Vertu ou les Madame la Vertu quand on a des casseroles de compromission qui amènent au décès, au meurtre, voire au suicide euh, d'intervenants populaires, ou voilà, qui sont des et dans les gens, je pense aux chefs d'entreprise qui sont Oui, bien, qui devant les situations désastreuses face auxquelles ils doivent faire face sont amenés à passer à l'acte. Et tout ça parce que le système a été voulu pour les spolier, les décourager. Ils ne veulent pas leur mort, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est que quand vous avez donné toute votre énergie personnelle dans un projet, et que vous êtes spolié, et que vous avez le sentiment que c'est votre compétence qui n'a pas permis la réussite
de ce projet, eh ben, en Mmh. fait, la perspective, c'est la dépression et possiblement le suicide. C'est dramatique. Je rappelle quand même que cette année, on va toucher peut-être les 70-75 000 défaillances d'entreprise. C'est 75 000 suicidés, là, l'année dernière, c'était 68 000. Non, mais on est dans le délire le plus complet. Donc, je dis, et je me permets, si vous êtes d'accord, Stéphanie, de passer un message à l'ensemble de ces chefs d'entreprise. Vous n'êtes pas seuls. Simplement, nous ne nous connaissons pas. Et c'est par l'intermédiaire de vos réseaux, de votre courage aussi, qu'on arrive à se connecter. Alors, je vois bien la tentative de dire que ce sont des réseaux d'extrême droite, pro-russes, anti-vaccins, enfin, Mmh. ouais, vous connaissez bien la machine. Mmh. Bon, bah, La écoutez, moi, j'ai machine. un engagement d'homme de gauche. Voilà. Je Mmh. suis un homme de Vous avez gauche, bien compris. humaniste, mais j'ai aussi compris les limites de l'humanisme. Et je suis surtout travailleur, Mmh. et je me sens extrêmement spolié depuis 2020 dans cette putain de société qui a abusé de ma bonne volonté comme elle a abusé de la bonne volonté de millions d'entre nous. De millions d'entre nous. Et Parce que, il y a évidemment, il y a des les gilets contrevenants, mais en jaunes, fait, les gilets jaunes qu'on peut saluer au passage. oh effectivement, les Gilets jaunes, c'est le scandale du siècle. Voilà. Mmh. Non pas dans leur constitution et leur action, ça c'est le panache du siècle. Mmh. Comment dire, le scandale, c'est la manière dont ils ont été réprimés avec, et là, on va peut-être terminer là-dessus, avec un Castaner. Donc Castaner qui était lié donc au milieu marseillais, hein, donc par l'intermédiaire d'un mec qui s'appelle Oraison. Alors vous retrouverez, je crois que c'est Michel Oraison, hein, vous verrez le lien entre Castaner et ce Michel Oraison, vous verrez le lien avec le milieu. Et donc Castaner qui se fourvoie avec Shane, bon, ça c'est son truc Mmh. commercial, et quand on a été ministre de l'Intérieur, ça la fout mal quand même, et puis surtout qui est le délégataire, peut-être le président du port autonome de Marseille. Non mais on rêve. Mmh. Non mais Marseille, c'est les frères Guérini, enfin Ouais. c'est tout ce qui est associé donc au port de Marseille, et le tenant du port de Marseille, celui qui a les clés, c'est Castaner. Non mais on rêve, quoi. Là franchement on rêve. Mais Castaner était dans la logique de la Ve République, tout, presque Mmh. tous, Presque j'aurais un tous. doute sur Retailleau, parce que je Vous connais avez bien un avant doute vous, sur? Je étaient vous entends plus tous très bien. des mecs qui étaient, Donc Retailleau, pardon, trop peut-être vendéen, que voilà. Retail alors, Retail ouais, j'ai du mal, mais peut-être que je suis très naïf à trouver Retailleau dans les réseaux mafieux, et je le dis de manière très ouverte, sans doute trop vendéen. Mais attention, j'ai aussi montré, ou je n'ai peut-être pas parlé de ça, j'ai montré que Deville était très, très, très proche de Goldsmith, et que les Goldsmith, donc Willie Goldsmith, Jimmy Goldsmith, Mmh. dont la fille s'appelait Kim Goldsmith, qui était dans le milieu du cinéma, était très proche aussi Gaston Bolloré, parce que c'est la même famille. Donc voilà, Oui. Mmh. ne soyons pas naïfs. Tous les ministres Mmh. de la Ve République ont été nommés à ces places parce qu'ils avaient le milieu. Parce Absolument qu'ils avaient une tous. connexion avec le milieu? Ouais. Les ministres de l'Intérieur de la Ve République Mmh. sont près ou de loin tous connectés avec le milieu. Et on les prend dans l'ordre, donc Georges Lain, on peut passer par évidemment Gaston Defferre, on peut passer par Nicolas Sarkozy, on peut passer par Charles Mmh. Pasqua, voilà. Et ils ont tous cette connexion avec le milieu. Mais là aussi, Parce que c'est un un truc poste pour clé être finalement. efficace, Mmh. c'est le poste en fait, hein. Mmh. C'est le poste de maintien de l'ordre, hein. Donc Bien c'est sûr. le poste, hein. C'est le poste central. Merci Stéphanie. Merci, Et ouais. je tiens à, saluer, Nina Singer, grâce à qui cette émission a pu avoir lieu, puisqu'elle nous a mis en contact tous les 2. Et je tiens à remercier Michel Chanu qui n'est plus des nôtres, hélas, et sa grande capacité de travail, de mémorisation et d'interconnexion, donc une forme d'intelligence puisque c'est relier les choses entre elles. Voilà, c'est ce que veut dire être intelligent, pour établir cette big picture ou autrement dit le grand puzzle, de nos sociétés actuelles, en espérant qu'on puisse nettoyer un petit peu les écuries d'Augias, petit à petit pour laisser un monde un peu moins pourri à nos enfants. Je vous laisse le mot de la fin, David, en espérant qu'on puisse vous entendre, voilà, si vous voulez saluer Michel et je mettrai les liens dans le descriptif. Merci David. Ouais, j'ai été très bavard, voilà, et je voulais donc porter témoignage à mon ami Michel,
Voilà, je sais que, voilà, comme je vous l'ai dit, nous sommes un groupe, et ce groupe voilà, veut porter le relais, veut honorer sa mémoire. Nous honorions et nous honorerons d'autant plus sa mémoire si ce message qu'il a porté peut se diffuser dans la société pour confondre la corruption massive que nous avons autour de nous. Et cette corruption ne touche pas que l'Italie mafieuse, ne touche que la Sicile, ne touche pas que les États-Unis, Las Vegas. Elle est ancrée en France et d'une manière considérable depuis des décennies maintenant. Et il faut qu'on arrive à sortir de là. Mais bon, nous sommes aussi des grands naïfs. C'était aussi ce que nous disions avec Michel. Nous avions, et il avait beaucoup de naïveté et de capacité à être un chevalier servant, un chevalier blanc pour des causes qui peuvent sembler impossibles, mais on ne sait jamais comment le train déraille, on ne sait jamais combien le grain de sable, c'est le dernier grain amène l'ensemble à s'écrouler. Donc Michel, voilà, c'était quand même un sacré mec, et puis il était courageux, hein. Il a été braqué avec des armes, enfin bon, il a quand même fait le boulot, hein. C'est un sacré mec, quoi. Merci beaucoup, Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie, merci de votre accueil.